Oui, on va faire la liaison maintenant avec des adolescents, adolescentes et adultes des centres sociaux des 12e et 20e arrondissements de Paris qui nous ont fait le plaisir de se montrer extrêmement enthousiastes et qui ont voulu venir lire quelques biographies de fusillés qui ont un rapport direct avec les arrondissements que je viens de citer. Alors tout d'abord, pour la biographie de Tony Bloncourt, on va avoir Martine Moulin et Daniel Lepriol. Alors, Tony Bloncourt, né le 23 février 1921 à Port-au-Prince, en Haïti, fusillé le 9 mars 1942 au Mont-Valérien, commune de Suresnes. Étudiant communiste, membre du Front National, résistant membre de l'organisation spéciale, OS, appelée après la guerre les bataillons de la jeunesse. Issu d'une famille originaire de Guadeloupe, mais installée en Haïti, neveu du député socialiste de l'Aisne, Élie Bloncourt, et de Max Bloncourt, avocat à Paris, fils d'Yves et de Noémie, née Galerie, Tony Bloncourt demeurait depuis 1938 chez sa tante Yolande, aux 4 rue Félix Voisin dans le 11e arrondissement. Étudiant à la faculté des sciences, il donnait pour vivre des cours de mathématiques à des particuliers, ainsi que des cours de littérature à l'école Estienne jusqu'au 29 octobre 1940. Il était titulaire du baccalauréat en mathématiques et d'un certificat de mathématiques générales. Membre des étudiants communistes, il prit part à la manifestation du 11 novembre 1940. Sous la conduite de Gilbert Brunstein, les jeunes communistes du 11e arrondissement décidèrent d'agir contre les occupants. Tous étant très jeunes, sans formation militaire, Gilbert Brunstein les testa, non sans hardiesse. Au cours du 2e semestre de 1941, près de l'église de Ménilmontant, des affiches vantant les victoires nazies en URSS étaient placardées sur un mur. Fernand Salnikov, Gilbert Brunstein, H.R. Semaya et Tony Bloncourt se déployèrent armes au poing, tandis que Christian Rizzo, Roger Hanley et Pierre Milan arrachaient les affiches. Les ménagères passant rue Ménilmontant en furent apeurées. L'opération n'était pas sans risque. Dans la nuit du 12 au 13 août, avec Roger Hanley, Christian Rizzo et Robert Pelletier, ils devaient voler des clés à tire-fond, outil indispensable pour saboter une voie ferrée et éventuellement faire dérailler un train. L'opération, préparée par Robert Pelletier de Goussainville, échoua. Le 21 août 1941, au métro Barbès, alors que Pierre Georges, futur colonel Fabien, tuait l'officier allemand Alphonse Moser, Roger Hanlett, H.R. Semaya et Tony Bloncourt suivaient l'officier payeur Schultz au métro Bastille. Tony Bloncourt devait appuyer sur la gâchette, mais du fait de son manque de détermination, l'opération tourna court. 2 jours plus tard, de retour à Goussainville, pour saboter un poste de repérage d'avions, Gilbert Brunstein menait le groupe composé de Pierre Milan, Roger Hanley, Tony Bloncourt, Christian Rizzo, Robert Pelletier et Jacques Dandurand, mais ce fut un nouvel échec. Le 5 septembre 1941, Tony Bloncourt accompagna Fernand Salnikov, Roger Hanley, H.R. Semaya, Christian Rizzo et Pierre Milan pour incendier des camions allemands face aux 11 avenues de Paris à Vincennes. Mais les dégâts furent peu importants. Tony Bloncourt entretenait des relations amicales avec Pierre Dex et Christian Rizzo. Par inconscience, lors de l'équipée à Goussainville le 12 août, il révéla son identité à Roger Hanley. Celui-ci, arrêté le 30 octobre 1941 par des inspecteurs de la brigade spéciale de la police judiciaire, parla spontanément, sans violence ni contrainte. Des arrestations s'ensuivirent. Tony Bloncourt quitta le domicile de sa tante et y échappa de peu. Pendant 2 mois, il réussit à échapper aux policiers de la BS2, mais le 5 janvier 1942, vers 8 heures du matin, à l'issue d'une course-poursuite, Tony Bloncourt fut arrêté par des inspecteurs à l'angle des rues Gay-Lussac et de la rue Saint-Jacques à Paris. Emmené dans les locaux des brigades spéciales, Tony Bloncourt eut rapidement conscience que les policiers connaissaient l'essentiel de son activité dans l'organisation spéciale. Le procès des 7 résistants des bataillons de la jeunesse se déroula au Palais Bourbon du 5 au 7 mars 1942
face à un conseil militaire allemand qui leur imputa 17 attentats. Concernant la tentative d'assassinat d'un militaire allemand au métro Bastille, le 21 août 1941, où il n'arriva pas à tirer sur le soldat qui l'avait suivi, Tony Boncourt déclara devant le tribunal « Je ne sais pas ce que j'ai eu. À cette minute, à ce moment précis, je n'ai pas vu un officier allemand, je n'ai vu qu'un homme. » Gilbert Brunschlein, né dans le 12e arrondissement, d'origine alsacienne, était présenté dans Le Matin comme un juif de Suisse, naturellement en fuite. Donc, dans l'esprit du rédacteur, juif apatride et lâche, 5 mars 1942. Albert Clément signa un article dans Le Cri du Peuple avec pour titre « Les 7 terroristes sont condamnés à mort. Les 7 hommes, âgés de 18 à 27 ans, ont été fusillés le 9 mars 1942 au Mont-Valérien. Il fut inhumé au cimetière d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, le 10 mars 1945 dans l'après-midi. Une cérémonie commémorative s'y déroula en présence des parents de Christian Rizzo et de Tony Bloncourt et de 250 personnes. Des représentants des FTP et des jeunesses communistes prirent la parole. Le nom de Tony Bloncourt figure sur une plaque commémorative dans le lycée Jacques Decour, ex-lycée Rollin. En mai 1999, André Rizzo, frère de Christian, écrivait au président de l'Assemblée nationale. Il rappelait le procès qui s'était tenu en mars 1942. Le 9 mars 2000, un hommage solennel a été rendu aux 7 combattants, 60 ans après le procès du Palais Bourbon. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, présida la cérémonie. Ils furent décorés de la médaille militaire, de la croix de guerre avec palme et de la médaille de la résistante à titre posthume. Une plaque commémorative rappelle qu'ils sont morts pour la France. Tony Bloncourt laissa à ses parents une lettre touchante. « Maman, papa chéri, vous saurez la terrible nouvelle déjà quand vous recevrez ma lettre. Je meurs avec courage, je ne tremble pas devant la mort. Ce que j'ai fait, je ne le regrette pas, si cela a pu servir mon pays et la liberté. Je regrette profondément dû quitter la vie, car je me sentais capable d'être utile. Toute ma volonté a été tendue pour assurer un monde meilleur. J'ai compris combien la structure sociale actuelle est monstrueusement injuste. J'ai compris que la liberté de vivre ce que l'on pense n'est qu'un mot, et j'ai voulu que ça change. C'est pourquoi je meurs pour la cause du socialisme. J'ai la certitude que le monde de demain sera plus juste, que les humbles et les petits auront le droit de vivre plus dignement, plus humainement. Je suis sans haine pour les Allemands qui m'ont condamné, et je souhaite que mon sacrifice puisse leur profiter aussi bien qu'aux Français. Je garde la certitude que le monde capitaliste sera écrasé, que l'ignoble exploitation cessera. Pour cette cause sacrée, il m'est moins dur de donner ma vie. Je suis sûre que vous me comprendrez, papa et maman chérie, que vous ne me blâmerez pas. Soyez forts et courageux. Mon cœur est plein de tendresse pour vous et déborde d'amour. Maman chérie, je t'aime comme jamais je ne t'ai aimé. Je sens maintenant tout le prix de l'œuvre que tu as entreprise en Haïti. Papa chéri, toi qui es un homme fort, console maman. Sois très bon en souvenir de moi. Maman Dédé chérie, tu as la même place dans mon cœur que maman. Tous, vivez en paix, ne m'oubliez pas. Je vous embrasse bien fort, comme je vous aime. Sa lettre fut très vite publiée à Haïti, au Mexique, aux États-Unis. Son frère Gérald écrit « Haïti s'est emparé de Tony comme héros national. On lut sa lettre dans toutes les écoles de Port-au-Prince, on publia sa photo dans la Phalange et on le gratifia d'une messe à la cathédrale. »